Bienvenue à ce cours sur les techniques articulaires. Pour bien comprendre l'application des techniques articulaires, nous allons passer par l'anatomie et la physiologie articulaire au début. Donc, l'articulation, dans notre système myofascio-squelettique, c'est la penture, c'est l'endroit où se peut le mouvement. Donc, il va y avoir la réunion de deux os, il va y avoir une certaine structure qui va permettre le mouvement qui lui-même vient du muscle, le moteur du mouvement, qui est véhiculé par les courroies, que sont les fascias. Donc, l'ensemble du système est possible grâce à la mobilité articulaire. Quand on parle des mobilisations articulaires, des techniques articulaires, on vise surtout les mobilisations des articulations synoviales. C'est les articulations les plus mobiles du corps. C'est les articulations qui ont une structure de lubrification. Donc, la synovie, c'est l'élément lubrifiant. Pour bien comprendre une mobilisation articulaire, avec aisance, avec rigidité ou en isométrie, qui sont les trois techniques que nous allons voir, on doit au préalable comprendre que toute articulation est basée sur une partie concave et une partie convexe. Donc ça, c'est généralisable à toutes les articulations du corps. Parfois, c'est un peu plus droit, parfois, c'est un petit peu courbe, mais ça reste toujours concave-convexe. Donc ça, c'est la clé du mouvement, une partie qui bouge dans l'autre. Donc, pour illustrer ceci, je vais prendre un petit modèle. Donc, nous avons une partie ici qui est concave et une partie qui est convexe. Donc, ces deux mouvements-là vont être possibles grâce à l'union de ces deux surfaces-là. Quand je parle des deux mouvements, toute articulation, foncièrement, va avoir un mouvement de roulement. Donc, l'articulation, une partie de l'articulation va rouler dans l'autre. Et le deuxième mouvement, c'est le glissement. Donc, le glissement, c'est différent. C'est comme si on roule avec une roue d'auto qui roule. Et l'autre, c'est comme si on freine et que la roue glisse. Donc, tous les mouvements, incluant, exemple, le mouvement de rotation de l'humérus dans la cavité glénoïde, est une combinaison de roulement et de glissement. Donc, il y a un roulement comme ça et il y a un glissement quand ça bouge. Donc, ce qui permet les mouvements. Donc, si on comprend bien les mouvements, le roulement et le glissement, quand on va faire nos mobilisations articulaires, on va se mettre dans la peau, si je peux dire, de l'articulation et on va sentir les dysfonctions de mouvement de ces deux mouvements-là. Pour bien se comprendre en termes d'anatomie et de physiologie, on va décrire les mouvements en termes de flexion, abduction, rotation, mais dans l'intimité des surfaces articulaires, ce ne sont que des roulements et des glissements. Donc, les dysfonctions articulaires viennent surtout d'un blocage, soit musculaire, soit ligamentaire, soit facial, d'un de ces mouvements-là ou des deux. Donc, nous, quand on va faire notre travail, on va aussi penser en termes d'axe. Si on prend le travail au niveau d'un axe précis. Donc, quand on va faire nos mouvements, il va falloir voir, visualiser, sentir les mouvements selon les axes de mouvement. Donc, il va toujours y avoir différents axes qui vont permettre certains mouvements. Donc, dans notre monde de 3 dimensions, on va avoir des axes qui vont permettre les 3 directions d'être mobilisées. Hein? Donc, après ça, on va parler de mouvements de rotation interne ou externe selon des axes supérieurs, des mouvements de ABD, ADD, abduction, adduction, selon des axes antéro-postérieurs, et des mouvements de rotation interne et externe, selon des axes supéro-inférieurs et transverses pour les mouvements de flexion-extension. Donc, on se retrouve en général avec des mouvements à cause des surfaces concaves-convexes, à cause des possibilités de roulement et de glissement et les axes. Donc, ces concepts-là vont être importants à sentir et maîtriser quand on aborde les mobilisations articulaires. Poursuivons avec l'anatomie des articulations dans le contexte du système myofascio-squelettique. Si on enlève le muscle, ici le biceps,
Et on voit ici les liens entre l'articulation du coude et les autres fascias. Ici, c'est le périoste de l'humérus qui se prolonge dans la capsule articulaire du coude, qui aussi se prolonge dans les fascias, genre deltoïdes et autres muscles. Et la même chose, l'articulation du coude va se prolonger dans le fascia au niveau de la membrane interosseuse. Donc, toutes ces articulations-là vont être liées ensemble via les fascias à l'ensemble de la structure osseuse et des fascias des différents muscles. Donc, si nous revenons à l'articulation plus du coude, donc c'est une articulation de type synovial. Qu'est-ce qui caractérise une articulation comme ça? C'est premièrement une capsule articulaire. Donc, la capsule, c'est une poche qui est très fermée au niveau hermétique, au niveau en haut et en bas. Donc, il n'y a pas de fuite de liquide. Deuxième caractéristique, c'est à l'intérieur de la capsule, il y a une paroi synoviale qui sécrète un liquide lubrifiant. Donc, ce liquide-là va permettre le mouvement. L'autre caractéristique, c'est les ligaments. Donc, il y a des ligaments qui sont intrinsèques, c'est-à-dire que c'est un repli de la capsule articulaire. Donc, c'est comme si on prend un tissu puis qu'on le plie à plusieurs endroits. Il va avoir un épaississement et un renforcement. Et certaines articulations, comme le genou, ont des ligaments extrinsèques à l'extérieur de l'articulation. Donc, ça, c'est un type d'articulation qui va être lubrifié. Donc, les ligaments peuvent être aussi des replis, tout simplement, ce qui est la majorité des cas. Maintenant, autre caractéristique de ce type d'articulation-là, c'est au niveau, si on enlève la capsule articulaire, la caractéristique la plus importante de ces articulations-là, c'est justement un cartilage. Donc, en bleu ici, j'ai mis les surfaces de contact. Donc, il va y avoir une partie au niveau du radius et une partie au niveau de l'humérus qui sont en contact. Donc, ces deux contacts-là doivent être de façon générale très lisses. Si on se fie juste à la surface articulaire normale, c'est rugueux. Alors donc, si c'est rugueux sur rugueux, il y a beaucoup d'usure. Alors le cartilage, lui, c'est une espèce de membrane un petit peu lisse et absorbante de tissu conjonctif qui fait en sorte que les mouvements de l'articulation se font dans des glissements doux, sans usure. Donc, le cartilage, c'est la partie qui va permettre aux frictions d'être absorbées grâce, entre autres, à la synovie qui est sécrétée par la paroi. Donc, la synovie, comme dans un moteur d'auto, vient lubrifier les parties qui sont en friction. Plus on bouge, plus la synovie est fluide et donc plus il y a une lubrification. Le cartilage est un élément très sensible en termes de destruction, mais peu sensible en termes d'innervation. Donc, on ne va pas sentir la douleur quand le cartilage est détruit, mais on va sentir beaucoup le manque de mouvement à cause de l'inflammation et des résistances que ça crée. Donc, cartilage, très important au niveau de la fonction articulaire. Donc, l'ensemble est mobilisé par le muscle qui contracte, le fascia qui tire, et l'ensemble est uni via tous les liens entre les fascias. Mais c'est vraiment la penture au niveau articulaire qui permet le mouvement. Passons aux pathologies articulaires. Les principales pathologies articulaires sont une dégénérescence des cartilages. Donc, si on reprend notre modèle mécanique, donc ici, il va y avoir des mouvements qui vont être permis grâce au glissement, que ce soit les mouvements de glissement ou de roulement. Les surfaces de contact sont lisses. Si le cartilage dégénère, genre on enlève des fibres de cartilage et que ça tombe sur la partie rugueuse, à ce moment-là, il va y avoir des frictions qui, elles, vont causer du dommage à l'os. Donc, à ce moment-là, l'os qui est très sensible va manifester de la douleur, puis là, on va réagir. Le problème, c'est que le cartilage étant peu innervé, peu sensible, il peut avoir une grande destruction sans qu'on ne soit averti. Donc, ça, c'est quand c'est rendu à un stade assez avancé. Les stades préalables de dysfonction musculaire,
vont être des congruences qui vont être diminuées. La congruence, c'est l'endroit où l'os d'un côté et l'os de l'autre, côté de l'articulation, sont en contact maximum. Donc ça, c'est idéalement la congruence dans cette articulation-là. S'il va y avoir des contractions musculaires qui font en sorte que le mouvement n'est pas normal, la congruence, le contact ne sera pas bon. Ce qui peut arriver aussi, c'est qu'il peut y avoir des traumatismes qui vont soit au niveau articulaire ou musculaire changer l'axe. Donc, au lieu que l'os tourne dans son bon axe, ici comme ça, bien, il va y avoir un changement d'axe, puis là, bien, on n'aura plus le mouvement. Donc, les mouvements vont être faussés. Donc, il va y avoir souvent des tensions dans la capsule articulaire, des ligaments qui vont être sous tension aussi, qui vont amener soit des axes faussés ou c'est le muscle qui va désaxer l'articulation. À ce moment-là, on n'aura plus la même amplitude de mouvement et la même qualité de mouvement. Donc, dégénérescence cartilage et axe faussé sont les principaux mouvements qui vont nous permettre de dire qu'il y a une dysfonction articulaire. Passons au cycle de dégénérescence articulaire. Je vais commencer par la partie externe. Donc, ce sont les signes que l'on peut objectiver. L'impact étant souvent biomécanique, un stress, ça peut être aussi un accident, une mauvaise posture. Donc, à partir de l'impact, il va y avoir un accident qui va venir fausser au niveau articulaire les axes de mouvement. Donc, on ne pourra plus bouger de la même façon. Donc, on va perdre en qualité puis en quantité d'amplitude de mouvement. Donc, on va peut-être pouvoir monter, mais on va tricher ou on ne montera pas très haut. Donc, il va y avoir aussi une perte de congruence. Donc, les articulations ne seront plus dans leur contact optimum, ce qui va amener une tension musculaire. Donc, tout ça va amener une forme de destruction. Au niveau du cartilage, il va y avoir trop de pression, puis il va y avoir aussi des tensions dans les ligaments puis dans la capsule articulaire. Donc, il peut y avoir une certaine fibrose et inflammation de la capsule articulaire et des ligaments. Donc, cette destruction-là va amener évidemment une douleur et un manque de lubrification. Vu qu'il y a moins de mouvement, la synovie va être un peu plus solide, moins lubrifiante. Ça va faire en sorte que l'articulation va être plus figée, moins mobile, perte d'énergie motrice. Donc, on ne pourra pas arriver à performer les mêmes mouvements. Donc, il va y avoir après ça une atrophie musculaire suite au manque de mouvement. De cette dysfonction, nous allons passer à l'étape propagation. Donc, il va y avoir des gestes parasites. Encore là, si au niveau de mon articulation, j'ai des problèmes à lever le bras, je vais travailler avec d'autres articulations. Donc, je vais travailler plus avec le cou, plus avec la clavicule pour pouvoir faire les mêmes mouvements. Donc, il va y avoir une propagation au niveau des autres articulations et en même temps, il va y avoir un transfert de compensation dans les fascias et les muscles environnants. Donc, un cycle de dégénérescence qui peut être parti à partir d'un problème articulaire aux autres tissus. Nous allons voir le cycle de dégénérescence articulaire au niveau interne, donc ce qui se passe dans les tissus. Contrairement au cycle externe, il peut y avoir des facteurs qui sont plus extérieurs, genre l'humidité, le froid, qui vont affecter l'intimité de l'articulation. En même temps, c'est sûr que les stress biomécaniques sont toujours là et il peut y avoir aussi évidemment des maladies dégénératives. Même chose, si on ne boit pas assez d'eau, on peut être en état de déshydratation, ce qui va affecter autant les muscles, surtout les fascias et aussi les articulations. Donc, ces trois impacts-là peuvent amener au niveau de la désorganisation un changement dans la structure intime. Donc, il va y avoir un axe faussé. Ça va amener plus de pression sur une partie du cartilage. Donc, l'articulation ne fonctionne plus normalement. Il y a des endroits qui sont surchargés en termes de pression. Et à ce moment-là, il va y avoir une usure des surfaces de contact qui sont peu égales. Il va y avoir une usure du cartilage. Donc, cette usure de cartilage-là va amener des tensions au niveau capsulaire, puis il va y avoir une destruction. Donc, les destructions, ça va surtout être au niveau du collagène. Donc, le cartilage, quand on regarde son organisation, c'est un ensemble de structures de collagène qui contient des éléments liquides, qui sont une espèce d'acide.
OK? Donc ça permet la suspension du cartilage. Normalement, il y a un équilibre de tension partout, puis le cartilage s'use et se régénère constamment. S'il y a un endroit qui presse toujours plus qu'un autre, le cartilage va s'user. Donc, il va y avoir un bris de collagène, perte de l'acide en question, perte de l'eau, et à ce moment-là, il y aura moins de suspension. Donc, il va y avoir aussi une stimulation des nerfs nocicepteurs, ça c'est les nerfs de douleur, dans l'os qui est en dessous du cartilage. Donc, l'os sous-chondral, sous le cartilage, va commencer à être usé, puis lui va téléphoner au système nerveux puis dire « ça fait mal ». À partir de cette destruction-là, on va aller vers une dysfonction. Étant donné que j'ai une certaine douleur, je vais avoir des gestes faussés. Okay? Il n'y a plus d'endroit où ça glisse, je vais avoir un manque de friction, je vais avoir un manque de glissement normal, donc il va y avoir des adhérences qui peuvent se former. Et à ce moment-là, il va y avoir aussi une contraction musculaire pour prévenir la douleur. Donc, la dysfonction va s'étendre aussi aux fascias et aux muscles. Puis, il va y avoir aussi une perte d'énergie motrice. Donc, je vais mettre beaucoup d'énergie pour lever l'épaule, exemple, mais étant donné que les axes faussés et l'usure de cartilage, je vais avoir beaucoup moins de force, même si je développe autant d'énergie. Cet état de dysfonction-là va amener la propagation au niveau des autres systèmes. Vu que j'ai une peur de la douleur, je vais augmenter ma vigilance musculaire. Donc, je vais contracter des muscles pour éviter d'avoir mal. Ce qui va encore là entraîner la contraction de muscles compensatoires. Je vais avoir aussi un schéma moteur qui va être différent. Au lieu de penser normalement à lever le bras, je vais compenser sur d'autres muscles et changer ma façon de fonctionner, ce qui va entraîner d'autres problèmes et on repart les impacts au niveau de l'articulation précise. Les 3 techniques articulaires vont évidemment être basées sur l'anatomie et la physiologie que l'on a vues, dans un but de défaire le cycle de dégénérescence. La première technique, qui est les mobilisations libres, va viser à redonner des axes de mouvement normaux, va viser à redonner une congruence articulaire idéale et en même temps de baisser la vigilance musculaire. Donc, on va faire les mouvements, les mobilisations lentement pour justement que le système nerveux, via les nerfs qui sont au niveau sensitif, très important dans l'articulation. Il y a 4 nerfs dans une articulation, alors qu'il y en a seulement 3 dans un muscle. Donc, ces nerfs-là, en les mobilisant lentement, vont baisser le tonus musculaire. Donc, les mobilisations articulaires visent plusieurs choses dans notre cycle de dégénérescence et en même temps, ça va redonner de la lubrification, étirer tranquillement la capsule et les ligaments. Donc, première technique, va apprivoiser la personne. Si ça fait longtemps que j'ai mal à un endroit, on va y aller doucement de façon à ce que la personne puisse graduellement avoir confiance et reprendre ses mouvements normaux. Mobilisation libre. La deuxième technique sont mobilisation en aisance ou en rigidité. Là, on va pouvoir, évidemment, vu qu'on a aisance et rigidité, doser le type d'invasivité, si on peut dire, la façon que l'on va aller chercher plus ou moins le blocage articulaire. Idéalement, on commence en aisance, donc les mobilisations libres, on va les chercher dans les paramètres les plus faciles, de façon à vraiment relaxer les muscles qui sont contractés pour prévenir la douleur ou prévenir un mauvais mouvement. Et après ça, on pourra aller dans les mobilisations avec rigidité. Donc, en allant en rigidité, on va étirer un peu plus les ligaments, replacer un petit peu plus la congruence articulaire et en même temps, on va forcer l'articulation à reprendre une biomécanique normale. Donc, c'est un peu plus invasif, la rigidité, que les mobilisations en aisance. Et la troisième technique, qui est l'isométrie, à ce moment-ci, c'est très invasif parce que d'une part, on va positionner l'articulation dans son blocage, là où elle ne veut pas aller, et on va demander une contraction des muscles opposés, donc les muscles qui font le mouvement inverse, pour justement débloquer la partie articulaire et repositionner. Donc, on voit que c'est beaucoup plus invasif comme méthode. On va vraiment forcer, entre guillemets, l'articulation à reprendre sa place.
Donc, on va progresser idéalement avec des techniques faciales, des techniques musculaires et terminer par des techniques articulaires qui elles-mêmes vont être graduées en fonction du problème, de façon à avoir une séquence qui est adaptée et adaptable à chaque personne, à chaque dysfonction. Donc, ceci ressemble à une recette, si on peut dire. En général, on fait facial, musculaire, articulaire, et on peut graduer les niveaux d'invasibilité de chacune de ces techniques. Nous allons voir les techniques articulaires. On commence par la technique de mobilisation. Donc, la technique de mobilisation libre, c'est la reproduction de mouvements naturels d'une articulation. Donc, on doit identifier les axes de mouvement et en même temps les amplitudes de mouvement. Donc, si on prend le poignet, par exemple, il va y avoir un axe de mouvement qui va permettre les mouvements de flexion-extension autour d'une penture virtuelle. Et en même temps, il va y avoir un axe de mouvement qui va permettre ADD-ABD au niveau antéro-postérieur. Donc, un axe transversal, flexion-extension. Et dans le cas du poignet, il y a deux axes de mouvement et l'autre va permettre adduction-abduction. Donc, on a 4 mouvements dans le poignet. Donc, à chaque fois qu'on va faire une articulation, on doit se demander et sentir quels sont les axes, les connaître, les amplitudes. Et en même temps, on va respecter le travail au niveau ligamentaire et musculaire. Donc, il va y avoir des limites musculaires et des limites ligamentaires. Donc, le but est de reproduire des mouvements naturels pour lubrifier l'articulation et permettre ainsi aux structures visées, qui sont les ligaments, la capsule articulaire, les muscles adjacents qui mobilisent l'articulation, de se réchauffer et d'être plus mobile, plus réchauffé pour une autre technique un peu plus invasive. Donc, c'est une technique qui n'est pas très invasive. Donc, la démo sur le poignet, comme dans toutes les autres démonstrations, on va avoir une partie fixe et une partie mobile. À ce moment-ci, la partie fixe, ça va être la partie, laisse tomber ici, ça va être la partie qui va être au niveau distal, mobile et au niveau proximal fixe. Donc, je vais me solidariser sur ma hanche. Avec mon poignet près de ma hanche, ça va être très solide ici, de façon à ce que mon corps, à la partie mobile, je puisse bouger avec tout mon corps. Donc, on ne fait pas ça nécessairement avec notre poignet. On essaie, pour des raisons de vitesse et de sensibilité, d'y aller lentement, donc en impliquant notre corps. Donc, si je reproduis un axe à la fois, je fais abduction et adduction. Donc, je peux, dans un premier temps, faire un axe à la fois et je vais aller changer d'axe pour faire flexion-extension. Je ne fais pas au maximum tout de suite, donc ça me permet de sentir les mouvements s'il y a une limitation. Donc, tout traumatisme articulaire, les indications sont bonnes pour aussi, si on veut apprivoiser quelqu'un, pour diminuer la vigilance musculaire dans une articulation donnée, et en même temps permettre de réchauffer la synovie pour d'autres manœuvres. Donc, si je fais ici abduction-adduction, je vais avoir une petite limite de mouvement qui est la limite musculaire. Même chose ici. Donc, un axe à la fois. Après ça, je vais combiner deux axes. Donc, ça va donner des mouvements, dans ce cas-ci, de circumduction. Donc, je peux faire tourner l'articulation autour de ces axes. Donc, des mouvements de flexion, extension, abduction, flexion, adduction, etc. Ou je peux faire des 8. Donc, faire une forme en 8. Donc, si j'imagine ici, le prolongement, ça va faire un 8. Donc, je reviens toujours dans le milieu. Donc, dans l'espace, je vais tracer un 8 avec le prolongement de l'avant-bras, de façon à pouvoir faire un mouvement. Donc, j'ai le choix, soit je fais des cercles ou je fais un 8. Le 8, l'avantage, c'est qu'on revient à la position neutre à chaque fois. Donc, ça permet à l'articulation de se recentrer. Donc, on peut faire tout ça en compaction ou en traction. Toujours les mêmes mouvements. Donc, en traction, je vais séparer l'articulation, puis en compaction, je vais rapprocher l'articulation. Donc, ces deux contraintes-là vont amener un autre travail. Donc, une fois que j'ai fait un réchauffement de l'amplitude ligamentaire et musculaire, je vais pouvoir aller un petit peu plus loin pour travailler la capsule articulaire. Donc, un mouvement à la fois,
Ça me permet de voir où est-ce que c'est bloqué en même temps. Un mouvement à la fois, je vais aller au maximum dans chacun des mouvements, en flexion, en extension, en abduction et en adduction. Et là, je vais pouvoir combiner les mouvements. Donc ça, c'est le protocole. On n'est pas obligé de faire le protocole à chaque fois. On peut faire une partie du protocole, dépendamment. Si la personne est très souple et n'a pas de problème, on peut juste réchauffer rapidement. Et s'il y a un problème aigu, douleur, rigidité, arthrose, on va y aller très lentement. Technique de mobilisation libre sur l'épaule. Donc, l'articulation gléno-humérale, c'est une articulation qui a 6 mouvements, donc 3 axes de mouvement. Donc, nous allons faire le protocole d'application lentement. Donc, on va regarder les axes de mouvement. Il y a un axe de mouvement qui permet ici les rotations externes et internes. Il y a un axe de mouvement qui permet les flexions-extensions. Puis un autre axe de mouvement qui permet au niveau ABD-ADD. Donc, tous ces mouvements-là sont faits par les différents muscles, mais c'est au niveau articulaire qu'on va se concentrer. Donc, on va commencer par un axe à la fois. Laisse bien tomber. Donc, il faut s'assurer que la personne est relaxe. Après ça, on va changer d'axe. Puis, comme ça nous permet de lubrifier. Donc, dans le cycle de dégénérescence, les mobilisations articulaires vont permettre la congruence, donc redonner une articulation qui est en plein contact de ces surfaces. Ça va étirer tranquillement les ligaments, réchauffer la synovie. Donc, ça va empêcher les adhérences, les blocages et les fibroses au niveau des ligaments. Ça va permettre aussi d'apprivoiser la personne. Donc, il va avoir une diminution de la vigilance musculaire, donc la peur d'avoir mal, tout en respectant les axes de mouvement et l'amplitude permise par la personne. Ça va la décontracter au niveau local et au niveau du système nerveux central. Ça va permettre aussi d'enlever certaines adhérences au niveau de la capsule articulaire quand on va aller un petit peu plus loin. Et ça va redonner de la coordination motrice aux muscles agonistes et antagonistes. Donc, ça repermet au schéma moteur de la personne de dire « je peux bouger maintenant mon épaule de telle façon ». Avant, il pouvait y avoir une gêne, une peur qui bloquait la mobilité. Donc, ici, je vous fais tout en parlant les différents axes, en combinant les mouvements. Donc, c'est une technique qu'on va faire beaucoup en prévision de faire des techniques un peu plus avancées. Okay, donc, soit de l'isométrie ou les mobilisations avec rigidité et aisance, qui sont un peu plus contraignantes. Donc, c'est une technique qui est très bonne à faire après du travail musculaire pour justement enlever un peu de tension au niveau des muscles. Donc, plus la personne est relâche, plus on a de la détente au niveau des muscles, plus on peut aller loin. Donc, c'est de bien s'assurer que la personne se détend. Si on sent une contraction, on peut revenir bouger un petit peu le bras ou faire des mouvements qui sont... Donc ici, ma main stabilisatrice est très ferme à l'omoplate, à la scapula, sans bloquer le mouvement à l'humérus. Donc, acromioclavicule et barre supérieure de l'omoplate, de façon à stabiliser, je pousse vers la hanche pour bien mettre en tension le trapèze, puis segmenter vraiment le travail ici. Donc, j'ai beau bouger coude et poignet, mon but est vraiment gléno-huméral. Les techniques articulaires de mobilisation en aisance ou rigidité sont l'accompagnement des mouvements naturels d'une articulation, tout en cherchant les endroits, les axes et les mouvements qui sont soit faciles en aisance ou soit rigides, difficiles à mobiliser. Donc, le but de chacune de ces deux approches est différent. Quand on va faire les mouvements en aisance, on vise à soulager les tensions ligamentaires, musculaires, de façon à ce que, par rétroaction, le système nerveux relâche certaines tensions. Donc, on va augmenter la congruence. On va travailler aussi les complexes au niveau de la rigidité, au niveau du schéma moteur, la vigilance musculaire et la peur du mouvement. Donc, c'est bon dans tout traumatisme articulaire ou toute limitation de mouvement. Quand on va dans la rigidité, c'est plus contraignant au niveau du système nerveux parce qu'il va y avoir les nocicepteurs qui vont entrer en jeu en disant que ça va faire mal, les muscles vont se contracter. Donc, à ce moment-là, on va faire, en principe, en deuxième temps, la rigidité, de façon à soulager dans un premier temps l'aisance et d'aller un peu plus dans la difficulté en second lieu quand le système nerveux se sera un petit peu calmé. Donc, on va faire la démonstration du protocole sur les vertèbres cervicales.
Donc, les 6 mouvements permis par les vertèbres cervicales vont être testés un à la fois pour pouvoir identifier aisance et rigidité. Dans un premier temps, on va faire en aisance et dans un deuxième temps en rigidité. Donc, la prise au niveau des cervicales est importante. On prend la tête autour de l'oreille et même chose de l'autre côté. On se solidarise sur soi et on décolle un petit peu la tête de façon à pouvoir faire avec notre corps les inclinaisons au niveau de la tête, les rotations au niveau des cervicales et les flexions et extensions. OK, laisse bien aller. Donc, à ce moment-là, on va tester un côté dans son amplitude maximum. Donc, ça va beaucoup plus facilement en rotation gauche. Rotation droite est un peu limitée. À 45-50 degrés, ça résiste un peu. Tandis qu'ici, à 85 degrés, ça va bien. Si je fais l'inclinaison, au niveau inclinaison droite et inclinaison gauche, même chose. À gauche, ça va assez loin, 50 degrés. Puis ici, à 30-35 degrés, c'est limité. Donc, on a de la rigidité à droite, rotation, inclinaison, et de l'aisance à gauche, rotation, inclinaison aisée. Si maintenant je fais flexion et extension, okay, l'extension est un petit peu limitée et la flexion va bien. Donc, j'ai 3 paramètres d'aisance et 3 de rigidité. Si je fais les mobilisations en aisance, je vais aller du côté où c'est facile, rotation gauche, inclinaison gauche et extension. Et flexion, je peux les retester, mais la flexion reste facile. Donc, dans ce mouvement-là, je vais laisser le système bouger, okay, sans lâcher complètement mes paramètres. Donc, je peux de temps en temps aller jouer dans d'autres paramètres, un petit peu de rotation droite, un petit peu d'inclinaison droite, un petit peu d'extension, mais je garde foncièrement les 3 paramètres. Donc, ça va travailler au niveau du système nerveux pour relâcher les muscles. Et en même temps, ça va lubrifier l'articulation, étirer légèrement les ligaments. Au niveau du schéma moteur, ça va dire de détendre, vu qu'on s'en va dans des zones qui sont faciles et en principe non douloureuses. Donc, toujours respecter s'il y a une douleur, même si c'est en aisance, ça peut faire mal. Donc, après avoir fait un bout de temps en aisance, je peux retester mes paramètres. Donc, ici, j'ai quand même un gain intéressant en rotation droite. Si je m'en vais en inclinaison droite, j'ai aussi un gain qui est moins important que la rotation, mais j'ai déjà, en faisant cette technique-là, gagné beaucoup en rotation. Donc, de 50 degrés, je suis rendu à 80-85 degrés de rotation droite. Si je teste la flexion, ça va bien. L'extension est un peu limitée. Donc, je vais passer aux paramètres de rigidité. Donc, je vais garder mon inclinaison droite rigide, l'extension rigide, et je vais retester les rotations. Donc, je vais garder quand même un paramètre d'aisance. Donc, je ne vais pas mettre tout en rigidité. Donc, je garde l'extension et l'inclinaison droite en rigidité. Mais je ne mettrai pas 3 paramètres. Si je veux vraiment commencer de façon plus sécuritaire, je vais mettre juste un paramètre en rigidité, puis garder les autres en aisance. Ça, c'est une façon un petit peu plus protocolaire de travailler. Donc, à ce moment-ci, je travaille directement l'inclinaison droite, qui est le paramètre le plus rigide, en gardant les autres paramètres faciles. Donc, je travaille directement un paramètre, indirectement les autres. Donc, je vais laisser quand même bouger la tête. Donc, de façon plus mécanique, je vais moi-même induire des mouvements. Et après avoir fait un petit bout de temps, je reviens tester mon inclinaison. Donc, on a encore là gagné beaucoup entre le début et maintenant. Donc, le paramètre de rigidité important a été amélioré. Donc, je peux regarder au niveau de l'extension. J'ai aussi gagné beaucoup en extension. Donc, à ce moment-là, on a travaillé en premier aisance, deuxième rigidité, un paramètre rigide ou 2 maximum. Nous allons voir les techniques d'aisance et de rigidité en mobilisation sur la coxo-fémorale. Donc, c'est une articulation qui, comme l'épaule, a 6 mouvements, 3 axes de mouvement. Donc, nous allons procéder en aisance et en rigidité. Donc, nous allons d'emblée faire une flexion, ce qui va nous permettre de faire des rotations externes et internes. Donc, ça, c'est externe, ça, c'est interne au niveau de la coxo-fémorale. Comme ça, ici, externe et interne. Et puis, nous allons pouvoir faire ADD, ABD, et nous allons faire extension, flexion. Donc, tout ça
dans l'aisance et la rigidité. Donc, on va tester en premier les mouvements de rotation. Donc, la rotation externe va très bien. Rotation externe est un petit peu moins bien. Donc, on va garder le paramètre de rotation externe en rigidité et on va d'emblée faire les mouvements des autres paramètres pour gagner. Donc, ça va travailler au niveau du cycle de dégénérescence à redonner de la mobilité globale, augmenter la congruence. Quand il y a des mouvements qui sont limités, les surfaces ne sont pas en contact. Au niveau ligamentaire, ça va étirer les ligaments, enlever un peu la fibrose sur les ligaments. Au niveau du schéma moteur, ça va redire au système nerveux, au cervelet, que l'articulation peut bouger plus loin. Donc, ça va briser les cycles de dégénérescence faciale et musculaire. En même temps, ça va permettre aux muscles agonistes et antagonistes qui limitent probablement le mouvement de se réharmoniser. Donc, après avoir fait un bout de temps en aisance ou en rigidité, on peut retester pour voir s'il y a des gains. Ça, c'est toujours important. Donc, si on s'en va en flexion et en extension, l'extension est plus difficile à faire dans cette position-là. Donc, on va travailler que la flexion. Donc, on va mettre la position de flexion en rigidité. Puis, on va travailler les mouvements de rotation, ADD, ABD. Donc, ça va travailler les ligaments au niveau de la coxo-fémorale. Donc, ça va travailler les propriocepteurs, les 4 propriocepteurs articulaires qui sont dans le ligament, la capsule et en périphérie. En même temps, les nocicepteurs vont être stimulés positivement. Donc, on va avoir une baisse de la vigilance musculaire et une baisse de la sensation de douleur. Donc, ça va permettre aussi d'enlever un peu de fibrose dans la capsule articulaire. Puis, ça va préparer pour faire de l'isométrie ou du travail un petit peu plus profond. Donc, c'est une technique qu'on va faire après les mobilisations libres, quand on aura évalué la souplesse de la personne. Donc, je suis toujours en train de pousser ici pour faire de la flexion. Et après ça, je peux retester autant les autres mouvements que la flexion qu'on a gagné quand même beaucoup. Donc, mobilisation en aisance et rigidité qui peut se faire un peu partout où il y a des articulations synoviales. Nous allons passer à la technique d'isométrie. Nous allons faire la démonstration sur l'épaule, rotation externe. Donc, l'isométrie, comme définition, c'est un repositionnement articulaire en utilisant une contraction musculaire guidée dans une direction précise, assistée par le thérapeute. Donc, le but, les indications d'une isométrie, d'une technique d'isométrie, c'est quand on veut repositionner une articulation dans un mouvement qui est limité, dans un axe de mouvement qui est faussé, quand il manque de congruence, ou il y a un geste qui est difficile à faire et on veut aider la personne à aller plus loin dans ce geste-là. Donc, ici, pour la partie épaule, on va faire la rotation interne et externe. Donc, au préalable, on aurait testé la personne et s'il y a un déficit, exemple de rotation externe du bras droit, on va aller positionner. Donc, la première étape, c'est identifier l'articulation, le mouvement et prendre le levier adéquat. Après ça, on va aller bloquer une partie qui est fixe et on va aller positionner dans la limite articulaire la partie mobile. Donc là, j'amène le bras en rotation externe jusqu'à ce que je sente une résistance. Puis, à ce moment-là, je vais demander à la personne une contraction. Donc, la contraction doit être très précise. Dans ce cas-ci, je vais demander à la personne une contraction en rotation interne. Évidemment, je ne dirai pas nécessairement ça. Je vais demander à la personne d'amener son bras vers sa main, vers la table, donc vers le sol. Donc, j'amène au blocage. Quand je sens ici que ça bloque, je maintiens. Et je demande à la personne une contraction vers le sol. Vas-y, tu peux. Donc, ce n'est pas nécessairement une contraction très forte. Ça peut être la moitié, le tiers de sa force pendant 5 secondes. On relâche bien. Laisse tomber, tomber. Donc, on s'assure ici, des fois, en bougeant un peu, qu'on peut relâcher plus. Moi, je maintiens très bien ici. Et souvent, il y a un gain, ce qui est le cas. Donc, on va refaire la même chose. Vas-y, pousse vers la table. Donc, 5 secondes de contraction où il n'y a aucun mouvement, donc on doit être très stable. On relâche bien. 5 secondes de pause pour permettre aux muscles de se détendre. Et on va aller un peu plus loin. Donc, on fait ça en général 3 fois. Donc, une dernière fois, contraction vers le sol. Donc, les muscles qui font la rotation interne sont mobilisés. On relâche bien. Et on va étirer encore.
Donc, de notre début, qu'on était peut-être à 80, 75, 80 degrés, on a pu se rendre à peu près à 85, 90 degrés, ce qui est la norme. Si jamais il y a une personne petite avec une personne plus massive, on peut prendre une autre position pour faire le mouvement. Donc, dépendamment des positions, bien faire attention pour ne pas se blesser. On peut évidemment demander à la personne de forcer moins fort. Ce n'est pas une épreuve de force. Donc, on peut monitorer la contraction. Ce n'est pas obligé que ce soit très fort. 20 30 ça peut être suffisant pour créer un gain. Nous allons faire l'application des techniques d'isométrie sur les vertèbres cervicales. Donc, sur les 6 mouvements, on va aller tester 2 mouvements, à savoir la rotation gauche et la rotation droite. Donc, de façon très consciente, je vais aller segmenter le travail. Donc, je vais tester la rotation droite et gauche au niveau du segment médian. Donc, vertèbres C3, C4 environ, qui vont être mobilisées. Donc, pour ce faire, je mets ma main ici, je tourne tranquillement et je regarde l'angle de mouvement. Donc, on arrête à 40 degrés. Ici, je fais la même chose de l'autre bord et on va à peu près à 50, 60 degrés. Donc, petite rigidité en rotation droite au niveau segment médian des vertèbres cervicales. Pour appliquer l'isométrie, je vais donc amener le segment où c'est limité, dans son élément bloqué. Puis je vais demander à la personne une contraction dans le sens inverse, donc en rotation gauche. Tu vas tourner vers moi, ici comme ça, c'est ça. Donc je peux avec mon pouce donner une petite indication tactile. 5 secondes de contraction, relâche bien, 5 secondes de relâchement, puis on va aller plus loin. Donc on a un gain. Donc tu vas refaire la même chose. On va tourner ici. Donc ce qu'on vise, nous, c'est au niveau des ligaments. Relâche bien. Au niveau des muscles contractés, donc les structures visées, c'est entre autres le système nerveux pour relâcher la contraction musculaire. On va aller encore plus loin. Et une dernière fois, tu tournes. 5 secondes d'effort. Donc on y va, vu que c'est les cervicales de façon très délicate, relâche bien. Et on va aller encore plus loin. Donc on vise le système nerveux au niveau de la vigilance musculaire. On vise la congruence, augmenter la congruence articulaire au niveau des surfaces de contact. Donc, souvent, il peut y avoir une articulation vertébrale qui est soit compactée d'un côté ou en distraction de l'autre côté, ce qui empêche le mouvement harmonieux. Donc, ça vise à refaire le contact, la congruence articulaire. Ce qu'on vise aussi, c'est évidemment toute la partie ligamentaire et musculaire locale. Et en plus, on va aller travailler aussi un peu les espèces d'inflammation. Donc, si on dégage un peu l'articulation, il va y avoir moins de frottement. Donc, ça, c'est pour les structures visées au niveau isométrie. On peut refaire le test. Donc, on voit qu'on va quand même plus loin, à peu près pareil comme l'autre côté. Nous allons faire l'application de l'isométrie sur des zones qui sont relativement bloquées en général. On va toujours avoir un blocage au niveau des vertèbres. Donc, ce qu'on va tester, c'est l'épineuse. Est-ce qu'elle peut bouger à droite et à gauche? Pour ce faire, on peut mettre nos pouces de chaque côté et amener une pression droite et gauche. Si l'épineuse bouge bien des deux côtés, bien, il n'y a pas de problème. Ou on peut aussi la saisir à 4 doigts et la tasser à droite et à gauche, évaluer le mouvement. Okay? Donc, les deux cas sont faisables pour l'évaluer. Donc, je l'ai fait au préalable et puis on a trouvé une zone rigide ici. À savoir, quand je pousse l'épineuse de la vertèbre des 10 vers la droite, elle ne veut pas y aller. Comparativement à quand je la tracte vers moi, vers la gauche, c'est facile. Donc, il y a un blocage. Au niveau, à ce cas-ci, ça va être la rotation gauche. Donc, ce que je vais faire pour appliquer l'isométrie, j'ai identifié le blocage, la direction. Je vais prendre la prise adéquate. Donc, sur l'épineuse de la vertèbre, je vais mettre de part et d'autre mes 2 pouces. OK? Donc, de part et d'autre pour alléger la pression. Donc, on ne fera pas de pression directe avec le pouce pointu. On va faire un peu en spatule, de façon à ce que ce soit confortable. Et avec mon corps, je vais amener l'épineuse vers l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser l'épineuse pour qu'elle aille vers la droite, jusqu'à ce que je sente que ça soit limité. À ce moment-là, une fois que j'ai atteint le blocage, je vais demander à la personne une poussée vers la gauche, contre moi, très légère. Donc, à ce moment-ci, tu peux pousser un petit peu, 5 secondes. Relâche bien. Et je vais aller un peu plus loin. Relâche bien, bien, bien. Donc, il faut que la personne relâche beaucoup. Et tu vas refaire une autre fois. Donc, vas-y, pose vers moi. Ce qu'on vise au niveau du cycle de dégénérescence, relâche bien,
c'est de replacer les axes de mobilité, d'augmenter la mobilité générale. Et une dernière fois, on va le faire. Pouce vers moi. 5 secondes. Relâche bien. 5 secondes de repos. Permettre la décontraction des muscles. Puis, on va en même temps aider surtout au niveau des vertèbres dorsales, de briser le cycle de dégénérescence dans le sens au niveau des problèmes de métamère, donc arrêter la propagation aux autres éléments du même trou de conjugaison, et aussi permettre aux fascias et aux muscles environnants de mieux fonctionner dans une articulation donnée. Donc, on va augmenter la congruence, baisser l'inflammation locale suite à des frictions indues sur les surfaces articulaires, ramener la vigilance musculaire plus basse, donc baisser la contraction qui parasite le muscle, et en même temps, redonner de la circulation liquidienne. Si ça bouge mieux, il va y avoir un drainage qui va se faire naturellement. Voilà qui complète notre cours d'ostéomassage technique articulaire. Bonne pratique!